Raté pour toutes les informations en temps réel. Mais d'abord, ces images, bien sûr, déjà marquantes. Il était donc un peu moins de 21h à Washington quand les services secrets se sont jetés sur Donald Trump pour l'évacuer en urgence. Le président américain participait au dîner des correspondants de la Maison-Blanche. On va retrouver Laurent Saïm qui a vécu cette scène incroyable quand un homme armé est entré dans l'hôtel et s'est mis à tirer. Alors on était dans la salle de ce gala qui est un gala annuel et d'un seul coup, derrière la porte, on a entendu 5 tirs. On a tout de suite dans la salle compris ce qui se passait et immédiatement, il y avait beaucoup de journalistes qui ont beaucoup d'expérience aux États-Unis, qui ont couvert notamment des fusillades de masse et qui savent que lorsque vous avez quelqu'un avec une arme automatique qui rentre dans une pièce où il y a du public, il faut tout de suite se mettre à terre, se mettre sous la table et surtout ne pas lever la tête pour voir ce qui se passe parce que c'est là en général où les premières victimes se passent. Et c'est ce qui s'est passé pour nous tous. Dès qu'on a entendu les tirs, on a compris, on s'est mis sous les tables, des centaines de journalistes mais aussi des ministres du gouvernement Trump. Le président était lui sur l'estrade avec la First Lady Melania Trump, avec le vice-président Vance. Très vite, en quelques secondes, ils ont été évacués. On vient d'apprendre qu'ils ont été évacués par la cuisine de l'hôtel où se trouvait cette réception. Et quant à nous, on est resté pendant 2 ou 3 minutes sous les tables, dans un silence incroyable. On ne savait pas ce qui se passait. À un moment donné, un homme a pris la parole et a commencé à hurler dans la salle « USA, USA ». C'est ce qu'on entendait dans les meetings de Donald Trump. Après ces 3-4 minutes, on a commencé à voir des ministres de Donald Trump partir, être évacués avec beaucoup de sécurité autour d'eux. On ne savait toujours pas ce qui se passait. On est resté enfermé dans cette pièce pendant 1 heure, 1 heure et demie, sans aucun moyen de communication en raison de la sécurité. On a su que le président Trump avait été évacué et puis au bout d'1 heure et demie, on a pu voir les portes s'ouvrir et on est en ce moment avec Dorine Jarnias là toujours sur ce qui s'appelle cette scène de crime, c'est-à-dire l'intérieur de cet hôtel. Le FBI a mis un rideau bleu pour ne pas qu'on puisse voir ce qui se passe derrière, où vraisemblablement via un ascenseur, le tireur est descendu. On est au sous-sol, donc la pièce de réception où se trouvait le président était derrière ces portes. Et vous voyez que là, c'est une scène de crime. On a vu beaucoup toute la nuit d'agents du FBI, des agents des Secret Service venir prendre des photos, mesurer. Le président Trump a posté sur son réseau social la photo d'un homme qui est à terre, qui a été arrêté. Il s'agirait d'un Californien qui a séjourné dans cet hôtel, l'hôtel Hilton de Washington, et qui aurait eu sur lui des couteaux, des armes. On ne sait pas quels étaient ses motifs. On ne sait pas s'il voulait s'attaquer à la presse ou au président des États-Unis. Laurent Saïm avec Dorine Jarnias pour les images, pour le récit au plus près de cette scène incroyable à laquelle les équipes de BFM TV ont pu assister cette nuit aux États-Unis. Bonjour Frédéric Auréal, merci d'être en direct sur BFM TV. Vous êtes ancien haut fonctionnaire de police au ministère de l'Intérieur. On a bien sûr envie d'avoir votre analyse de la situation. Au vu des images que l'on voit, un président menacé, immédiatement évacué. Il y a un protocole qui existe et qui se met immédiatement en place dans ce genre de configuration. Oui, préciser que j'étais le chef du service de la protection des personnalités de 2012 à 2020 et eu à connaître effectivement un certain nombre d'événements de cet ordre, non pas dans ce qui s'est passé, mais qui réunissait un certain nombre de chefs d'État et donc notamment le président Trump. Sur ce que je peux voir, il n'y a aucun commentaire particulier à faire sur le professionnalisme et l'excellence de l'intervention des collègues du Secret Service. La question que l'on peut se poser, et un de vos intervenants l'a effectivement posé, c'est en amont. Que s'est-il passé en amont? Parce que j'ai
sur un événement où le président est présent, est-ce que alors ça s'est passé manifestement au niveau des portiques, donc de ce côté-là, le travail était fait, mais c'est sur l'accès à cet hôtel où semble-t-il cet individu avait loué une chambre, qu'il n'y ait pas eu un criblage préalable de fait sur l'ensemble des personnes, même peut-être envisagé, cela s'est fait, une privatisation de l'ensemble de l'hôtel pour permettre véritablement une sanctuarisation de l'endroit où le président intervenait. Ce sont des choses que l'on fait lors de gros événements en France. Ce sont des choses qui sont faites en France et on imagine bien sûr que c'est le cas d'autant plus aux États-Unis. En effet, un président qui participe à un dîner avec des centaines de convives, sachant qu'il n'est pas seul, il y a avec lui tout le gratin de Washington, une bonne partie de son gouvernement, le vice-président américain. Dans ces cas-là, en effet, il y a des mesures de précaution qui sont prises. Ah oui, il y a un périmètre de sécurité qui est extrêmement étendu. Il y a un accès rendu quasiment impossible à toute personne qui n'est pas accréditée à être présent. Donc il y a tout un dispositif opérationnel qui est mis en place avec différentes strates d'intervention des différents services. En France, on prend des mesures drastiques sur ce type d'événement, que ce soit en termes de voies publiques ou en termes de lieux privés où se déroule l'événement. Là, je vous dis, la question, je me garderai bien de porter la moindre critique, mais la question subsiste. Comment se fait-il que cet individu ait pu loger dans cet hôtel? Comment a-t-il pu avoir accès à cet hôtel? Notamment, alors j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs armes, certaines de poing, une arme longue, si j'ai bien compris, et peut-être un ou deux couteaux. Comment cet individu a pu louer une chambre sans qu'il soit procédé par les services de renseignement à des vérifications sur cette personne et même plus loin, je veux dire, auparavant, l'amener à une perquisition dans sa chambre et autres. C'est-à-dire tout un travail en amont qui doit être fait de vérification élémentaire. Pour empêcher un tireur potentiel d'accéder au plus près du président américain. Et un mot sur la scène de l'évacuation de Donald Trump. Il y a de nombreuses autorités, comme vous les appelez dans votre jargon, qui sont sur place à ce moment-là. Évidemment, il y a une hiérarchie. Et à ce moment-là, la priorité, c'est de sauver le président américain et lui seul. Et il faut se rappeler que le président Trump a déjà fait l'objet, effectivement, d'attentats. Donc, ça veut dire qu'il y a des mesures qui sont prises sur le sujet. Et il est tout à fait, c'est pour ça que je n'ai qu'à féliciter les services et le secret de service avec lesquels j'ai eu l'honneur de travailler. Ils ont effectivement fait ce que nous sommes amenés les uns et les autres en termes de services de protection à faire. On évacue tout de suite la personnalité en la protégeant. Et puis après, effectivement, il y avait madame, de pouvoir les exfiltrer rapidement pour les mettre à l'abri. Mais donc, en effet, il y a le vice-président, etc. Juste un mot, dans ces moments-là, tout se concentre sur Donald Trump et sur lui seul, à la limite, j'ai envie de dire. C'est lui la priorité. Oui, bien évidemment, il y a une priorité, mais vous savez, il y a une coordination opérationnelle sur place. C'est-à-dire qu'à partir de ça, vous avez un collègue qui gère l'ensemble du dispositif, qui va amener effectivement à prioriser l'évacuation du président Trump et de son épouse, et après des différentes personnalités qui ont leur propre service de protection. Donc tout ça se fait effectivement d'une manière très, très cadencée, très rapide, et on peut voir que tout cela se fait en bonne coordination. Merci beaucoup Frédéric Auréal pour cet éclairage en effet sur cette situation hors du commun évidemment dont on revoit les images impressionnantes pour comprendre le déroulé des faits, comment ça se passe aussi, comment ça se passe à ce moment-là sans savoir où se trouve le tireur, quelles sont ses motivations, jusqu'où il peut aller, comment on fait dans ces cas-là pour protéger le président américain. Alors il faut bien comprendre qu'effectivement le Secret Service, 6000 personnels environ, et vous avez des agents qui sont plus particulièrement affectés à chacune des personnalités en fonction de l'ordre hiérarchique. Donc bien sûr le président, le vice-président, les secrétaires d'État, et donc pour qu'il y ait en quelque sorte une forme de connivence, c'est-à-dire que le président, le vice-président n'a pas à s'interroger sur qui le protège, parce qu'il les voit tous les jours, ce sont les mêmes. Alors, bien sûr, il y a un roulement pour des questions de récupération physique, mais il y a vraiment une répartition des rôles. C'est-à-dire que ceux qui s'occupent de Donald Trump se précipitent sur Donald Trump, sur J.D. Vance, et ainsi de suite. La difficulté, en fait, c'est une fois qu'on a protégé les différentes autorités, c'est l'exfiltration. Et là, vous voyez, ils sont passés par
la cuisine, ce qui dit quand même... Oui, parce que clairement, quand on dit protéger le président américain, donc on l'évacue de cette salle de gala, mais on le met où? À quel moment on estime il faut bien comprendre. C'était sûrement un itinéraire déjà préétabli. Tous les itinéraires, il faut bien comprendre avec une voiture qui l'attend. Que ce soit le Secret Service ou le GPSR pour le président de la République. En fait, d'abord, les lieux sont reconnus à l'avance. Vous avez des équipes, notamment par exemple avec des maîtres chiens qui vont chercher, détecter s'il y a des explosifs ou s'il y a des armes. Parce que, par exemple, vous pouvez imaginer dans ce type, il faut comprendre que ce sont des grandes salles très polyvalentes, qui peuvent être le matin, vous avez une convention scientifique, et puis le soir, vous avez un dîner de gala, on met les tables, on met des trucs comme ça. Donc, par exemple, on l'a tous vu dans les films, vous plaquez une arme avec du scotch contre une table. Bon, voilà, sous la nappe. Bon, et donc, tout ça, c'est vérifié dans l'après-midi avec des maîtres chiens. Vous avez toute une hiérarchie, en quelque sorte, de précautions. Bon, et effectivement, après, c'est toujours l'exfiltration. Il faut bien comprendre que le président des États-Unis, il se déplace pas dans une voiture banalisée, c'est tout un convoi. Ouais. Donc tout ça, c'est toujours prêt en quelque sorte. Et alors justement, l'exfiltration, vous parlez de ce véhicule. Dans ces cas-là, en fait, on se dit, si la salle du dîner n'était manifestement pas assez sécurisée, c'est que l'hôtel ne l'est pas. Donc la priorité, en fait, c'est de sortir le président et le mettre dans sa voiture blindée, qui est l'endroit le plus sécurisé pour lui jusqu'à la Maison-Blanche. Oui, c'est vraiment des modèles extrêmement sécurisés. On se souvient que quand Donald Trump avait défilé sur les Champs-Élysées, il avait exigé de circuler dans son modèle de limousine parce que le blindage est encore plus renforcé que sur un modèle standard de protection de personnalité. Et ça avait été, si je me souviens bien, l'objet d'une négociation avec les forces de sécurité françaises qui, au départ, n'étaient pas très chaudes à l'idée que le président utilise son propre véhicule. En tout cas, c'est des convois extrêmement sécurisés de plusieurs voitures où toute menace peut être anticipée et traitée. Alors, on sent bien que la polémique pourrait porter sur l'amont. Et alors, l'amont, c'est quoi? C'est la coordination avec la police métropolitaine du district fédéral de Washington, qui est donc une ville qui a le statut à peu près d'un État fédéré, et avec les deux représentants qu'on a vus, qui sont le DA, l'attorney général, le procureur, et le chef de la police métropolitaine. Ces deux personnes, normalement, elles sont élues aux États-Unis. C'est le shérif voilà. Et là, elles sont nommées par la maire de Washington, qui est une démocrate. Alors, on peut imaginer qu'il y a un début de polémique. Est-ce que ces choix ont été tout à fait pertinents? Est-ce que ces personnes ont été efficaces? Est-ce qu'elles ont bien coordonné l'action des forces de sécurité? C'est des questions qui s'ouvrent ce soir. Quelles étaient les motivations du tireur? Justement, c'est ce à quoi devra répondre l'enquête. Le tireur présumé qui serait originaire du sud de la Californie, dans la banlieue de Los Angeles. C'est là qu'on vous retrouve, Henri Arnaud, pour BFM TV. Que sait-on de cet homme? Alors, il s'appelle Cole Thomas Allen. Sa résidence est juste derrière moi, à quelques mètres de là. C'est pour ça que le bloc est entièrement bloqué par la police. C'est un enseignant de 31 ans, qui est particulièrement tuteur pour des élèves qui veulent passer des concours pour les grandes écoles. Lui-même a un diplôme d'ingénieur de Caltech, l'une des plus grandes universités de l'Ouest américain, qui travaille notamment avec la NASA. Il a également un doctorat scientifique, et donc c'est quelqu'un qui semblait particulièrement calme, tranquille, relativement réservé, puisque la plupart de ses voisins disaient qu'il ne disait jamais bonjour. Il était un grand fan des jeux vidéo. On sait que lui-même travaille depuis 2 ans sur la création de son propre jeu vidéo. Et Loïc, vous en parliez autour de votre table il y a peu de temps, et en discutant avec l'un des voisins de Cole Allen, qui a été arrêté à Washington il y a quelques heures, lui-même commençait à parler peut-être de questions, mais pourquoi, mais comment, mais c'est pas possible. Il n'avait rien de particulier contre le président
président Trump. Donc c'est vraiment une enquête qui va se dérouler toute la nuit. Alors la police s'est déplacée pour éviter de réveiller toutes les maisons autour de ce quartier très très calme. Mais derrière ce qu'on voit, la police do not cross, il y a encore les voitures du FBI, car je peux vous dire qu'il est 1h15 du matin à Los Angeles et que dans la maison où habitait Cole Allen, il y a des gens, on ne sait pas si c'est sa famille, on ne sait pas si c'est des gens proches de lui, mais en tout cas, des gens ont ouvert aux agents du FBI qui mènent l'enquête, qui n'en sont pas ressortis et qui vont certainement y rester toute la nuit pour essayer d'apporter, on l'espère, quelques réponses à toutes ces questions au lever du jour ici dans quelques heures. Henri Arnaud, en direct pour BFM TV, devant le domicile du suspect qui a été interpellé immédiatement donc cette nuit aux États-Unis. Bonjour Alexandre Mandel, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes journaliste spécialiste des États-Unis et auteur de Chez Trump aux éditions L'Artilleur. C'est un événement majeur qui s'est passé cette nuit. Majeur, j'irai pas jusqu'à dire ça, dans la mesure où personne n'a été blessé grièvement et il n'y a pas de... Non, mais le président américain a échappé à une tentative potentielle. Donc c'est un événement qui devient récurrent et qui interroge sur les conditions de sécurité du président des États-Unis. Je pense que ça deviendra un événement majeur dans la mesure où il y aura forcément, très probablement une commission d'enquête sur les services secrets qui sont chargés de la sécurité du président. Majeur, et ça fait en l'espace de 2 ans, 3e fois qu'il est visé directement par une tentative d'attentat. Il faudrait savoir surtout, et ça pour l'instant on l'a pas, le mobile de cet homme-là. Est-ce que Trump parle d'un loup solitaire? Est-ce qu'il est de la frange antifa la plus, extrémiste et agressive, comme il peut y avoir aux États-Unis? Ou au contraire, est-ce que c'est un déçu de Trump? Ou au contraire, est-ce que c'est juste un... Vous savez que la prise en charge des maladies psychiatriques est extrêmement mauvaise aux États-Unis. Trump en est d'ailleurs tellement conscient que la semaine dernière, il y a juste une semaine, il tenait une conférence dans le bureau ovale pour dire il faut baisser le prix des antidépresseurs. C'est là où il a fait sa blague en disant d'ailleurs, si vous pouviez m'en obtenir aussi pour moi. Et c'est un vrai problème aux États-Unis. C'est pas dû simplement à des politiques, c'est aussi qu'il y a eu un grand mouvement d'anti-psychiatrie dans les pays anglo-saxons et qu'on a voulu fermer les asiles psychiatriques, les hôpitaux psychiatriques, parce qu'ils étaient considérés comme des lieux de détention. En tout cas, ce qui s'est passé cette nuit fait énormément réagir, bien sûr, Pierre-Olivier. Beaucoup de réactions qui continuent de nous parvenir. Oui, au fil de la matinée, Loïc, dernière en date, il y a quelques minutes, Keir Starmer, Premier ministre britannique, qui évidemment condamne la fusillade. Il dit c'est un grand soulagement que le président américain et que la Première Dame soient en sécurité. Il se dit choqué. On a aussi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui s'est exprimé sur X, je le cite, « Nous sommes soulagés que le président et la Première Dame soient sains et saufs et forts ». Il adresse ses vœux de rétablissement complet à l'agent de police qui est blessé. Il y a aussi un côté où les adversaires politiques, certains de Donald Trump, se sont exprimés. Je pense à Gavin Newsom, gouverneur démocrate de la Californie, qui justement, lui, a condamné cette attaque, soulagé que tout le monde soit en sécurité. La violence n'est pas acceptable. Voilà ce qu'il a dit. Et il y a aussi de l'autre côté les attentes. On n'a toujours pas de réaction à l'heure actuelle. Par exemple, de Kamala Harris, qui a été son adversaire en 2024. Barack Obama, ancien président démocrate, toujours pas de réaction. Et aussi Emmanuel Macron, où on se doute que ça va parvenir. Pour l'instant, toujours rien, alors qu'on sait que le climat est relativement tendu ces derniers jours entre Européens et Américains. Il va y avoir, je me permets de rebondir, il va y avoir nécessairement aux États-Unis, à 7 mois, même pas 7 mois, des midterms, une espèce d'exploitation politique des deux côtés, de Trump, qui se félicitera évidemment, si la personne était, vous savez qu'on s'enregistre aux États-Unis sur les listes électorales comme démocrate, indépendant ou républicain. Et ça, c'est quelque chose qu'on va connaître très rapidement. Donc il suffit qu'il soit enregistré comme démocrate et vous allez voir une exploitation à plein tube de cet élément-là. À l'inverse, les démocrates, qui ne sont pas des tendres non plus, vont exploiter le fait que la circulation des armes est telle aux États-Unis que ce genre d'événement j'ai presque envie de dire, c'est pour ça que quand vous me demandiez si c'était un événement majeur, j'ai presque envie de dire c'est devenu un classique aux États-Unis. Enfin, c'est énorme, mais voilà. Un peu moins quand même à l'encontre de Donald Trump. Un peu moins parce qu'il y a des services de sécurité. C'est pour ça que je dis qu'il y aura nécessairement une interrogation
des services secrets, dont c'est le travail. Les services secrets, justement, qu'on voit, parce que il se trouve que on est en 2026, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde filme assez facilement. Et en l'occurrence, c'était un dîner des correspondants à la Maison-Blanche, des centaines de personnes. Donc il s'agit de journalistes qui ont pu documenter la scène en direct. On y voit ces agents de sécurité lourdement armés qui interviennent très rapidement, qui évacuent le président vers la gauche de l'estrade. À ce moment-là, la musique d'ambiance s'arrête alors que d'autres agents enjambent la table. Ils semblent d'abord tenir en joue le public. Ben oui, parce qu'ils ne savent pas d'où vient le tir, d'où vient potentiellement le danger, la menace. Mais très rapidement, l'assaillant est arrêté avant finalement de pouvoir entrer dans la salle où se déroulait le dîner. Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois ces dernières années que notre République est attaquée par un assassin en puissance qui cherchait à tuer. Allez, on va rester à Washington pour retrouver Anthony Lebos qui est sur place pour BFM TV, où l'enquête est bien sûr actuellement en cours, même si il fait nuit à Washington, toujours derrière vous, pour comprendre ce qu'il s'est passé et comment ça a pu arriver surtout. Oui, et tout s'est passé très vite. Ces images de vidéosurveillance que vous voyez sur BFM TV depuis plusieurs heures maintenant sont très impressionnantes, avec ce tireur qui tente de forcer le passage du contrôle de sécurité en tirant sur les forces de l'ordre. Il a été arrêté à temps, en quelque sorte, avant qu'il puisse pénétrer à l'intérieur de cette salle de dîner. Tout s'est passé très très vite. On est devant cet hôtel depuis maintenant plus de 4 heures avec Thomas Boutin, et on a croisé effectivement beaucoup de personnes qui ont participé à ce dîner. Beaucoup nous disaient qu'elles ne savaient pas vraiment ce qui se passait quand ces coups de feu ont retenti, qu'elles se sont tout de suite réfugiées sous les tables. Beaucoup sont restés pendant près de 30 minutes bloqués à l'intérieur avant de pouvoir ressortir. Écoutez quelques réactions recueillies notamment au micro de Dorine Jarnias et Laurent Saïm. On savait que quelque chose de grave se passait. Au début, ça paraissait surréaliste. J'ai regardé par derrière et je me suis dit que quelqu'un faisait une crise cardiaque ou qu'il y avait une urgence médicale. Et très vite, on a vu les militaires entrer. Tous les services secrets, tous les policiers, toutes les forces de l'ordre sont apparus et ont entouré les membres du cabinet, le président, le vice-président. Et ils les ont tous fait sortir à ce moment-là. On est tous allés sous les tables, on a vu le président se faire évacuer et les autres membres du cabinet aussi. Puis on est resté en place jusqu'à ce qu'on nous dise qu'on pouvait partir. Et le président américain Donald Trump a été évacué en urgence. Il a ensuite donné une conférence de presse à la Maison-Blanche, dans la salle de presse. Il était accompagné notamment de la première dame, du directeur du FBI, des membres de son administration. Il a critiqué les failles de sécurité dans cet établissement. Il a surtout affirmé que ce traditionnel dîner des correspondants allait être reprogrammé. Anthony Lebos avec Thomas Boutin en direct de Washington pour BFM TV. Ce dîner va donc être reprogrammé, Elsa Vidal. Mais il y a quelque chose quand même que souligne cette séquence, c'est que on comprend finalement pourquoi il y a régulièrement, c'est qualifié ainsi, en tout cas une sorte de paranoïa des Américains sur la sécurité de leurs représentants, et en l'occurrence le premier d'entre eux, le président, parce que à chaque fois qu'il y a eu des attaques, des tentatives d'assassinat contre Donald Trump, finalement c'était en dehors des clous, en dehors de la Maison-Blanche, en tout cas des lieux officiels. Oui, c'est d'ailleurs ce que le président a souligné de lui-même dans sa conférence de presse donnée 1 heure après ces événements depuis la Maison-Blanche, disant très bien qu'il était un peu gêné de revenir sur le sujet dans ces circonstances, mais que finalement, son projet de salle de bal à la Maison-Blanche s'en trouvait justifié parce que il lui aurait permis ou lui permettrait de tenir ce genre de rassemblement. On rappelle que la salle justement de ce dîner des correspondants de presse accrédité à la Maison-Blanche rassemblait près de 2000 à 2500 personnes. Ça vient donc ajouter un argument en faveur du projet de Donald Trump, ne pas quitter la Maison-Blanche ou en tout cas ne pas participer à des événements dans des lieux qui se prêtent mal à une sécurisation optimum. D'un autre côté, on envisage assez mal un président replié toujours dans sa Maison-Blanche. Ça pourrait aussi être interprété comme un élément de faiblesse ou un élément de coupure entre le président et sa population. Donc il faudra trouver un équilibre entre ces deux dispositifs, soit être toujours au contrôle, soit pouvoir aller au contact des Américains. J'ajoute quand même que cet événement
événements, eh bien, celui des correspondants de presse autorisés à la Maison-Blanche, il est traditionnel, il se tient depuis 1924 et c'est Donald Trump qui faisait une exception en n'y allant pas. Aujourd'hui, cette nuit, il s'y présentait pour une première, en disant qu'il avait en quelque sorte dépassé ses griefs vis-à-vis de la presse américaine parce que celle-ci reconnaissait qu'il était un très grand président, peut-être même le plus grand président de tous les temps.